Vous écoutez Instinct Voyageur. Vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Je suis le sauveteur de touristes. C'est mon métier, une sorte de détective privé ne travaillant que sur des affaires de touristes en perdition. Les cas les plus courants sont les emprisonnements, la plupart du temps pour trafic et consommation de drogue illégale, mais les plus intéressants sont les disparitions volontaires ou non. J'ai lancé cette activité par un terrible hasard. Elle ne cesse de croître pour une raison bien simple, évidente. Le tourisme est l'industrie la plus lucrative du monde, générant un chiffre d'affaires global supérieur à celui de l'industrie pétrolière ou de l'armement. C'est aussi l'une des rares activités économiques dont on peut prévoir l'avenir avec certitude sur une décennie et cet avenir est radieux. La matière première du tourisme, c'est par définition le touriste. Et nous en sommes tous. Ou alors nous le deviendrons un jour. Au moins une fois dans notre vie. C'est l'époque qui veut ça. Une époque de la démocratisation du voyage, du village planétaire et du monde à portée de tous. Une belle, généreuse et lucrative idée du siècle précédent. Certains doivent être persuadés que l'envoi de leurs congénères dans de lointaines contrées provoque la rencontre de l'autre, sa compréhension, et donc œuvre à la création d'un monde meilleur. Peut-être. Mais cet humanisme soudain est surtout un argument pour les marchands de rêves qui nous alpaguent avec leurs images ensoleillées dans les mornes soirées de nos hivers tempérés. Cette histoire est celle de ma première enquête. J'y raconte, en restant le plus possible fidèle à la vérité, la succession chronologique d'événements qui a fait de moi ce que je suis. C'est aussi l'histoire d'Émilie, la fille qui peut détruire notre monde, si elle le veut. C'est donc un prologue qu'on peut qualifier d'alléchant, en tout cas il met bien en bouche. Et donc c'est le prologue d'un livre écrit par Éric Lange, que j'ai en face de moi. Bonjour Éric. Bonjour. Ça fait drôle d'entendre quelqu'un lire comme ça les textes après, c'est rigolo. Ouais, ton prologue il met tout de suite dans l'ambiance. Ouais. Alors avant de parler du livre, je voudrais qu'on parle un peu d'Éric Lange, homme de radio. Parce que les auditeurs, beaucoup de lecteurs je pense te connaissent par l'émission Allô la planète. Allô la planète qui sévissait avant sur le Move et qu'on peut retrouver maintenant sur France-O. Tu peux me rappeler les horaires ? Alors actuellement c'est sur Outre-mer Première en fait, qui dépend de France-O. La télé France-O et Outre-mer Première, c'est un groupe qui dépend de l'État, du service public. Et attends, il y a un camion. Et qui fait de la télé et de la radio pour les territoires d'Outre-mer. Donc en fait il y a une télé France-O et des radios locales qui s'appellent Outre-mer Première, qui sont en Guyane, Martinique, Guadeloupe, tout ça. Et c'est entre 16h et 17h, heure de Paris, c'est compliqué avec les territoires, heure de Paris sur la web radio d'Outre-mer Première. Et après, les radios dans les territoires récupèrent l'émission et la diffusent souvent le soir. Je sais qu'il y a à Cayenne, en Guyane, c'est à 21h30, en Polynésie, c'est 22h, je crois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, 19h30. Enfin bon, ils ont tous leur horaire, voilà. D'accord. Et donc, pour resituer, l'émission s'était arrêtée en 2014 sur le Move. Ouais. Donc, elle a repris quasiment finalement tout de suite. Ouais, j'ai eu de la chance. En fait, elle a commencé en 2006 sur France Inter. On a fait 4 ans sur France Inter, après 4 ans sur le Move. Et là, ça a redémarré assez vite, je suis content. Ils ont accroché tout de suite ici à Outre-mer. Toujours le même succès, toujours... C'était marrant parce que on a arrêté de décembre, ça s'est arrêté fin décembre, donc de janvier jusqu'en septembre suivant, donc pendant 6-8 mois. Et la page Facebook d'Allô la planète vivotait toute seule, sans émission. Et quand j'ai mis le message fin août disant c'est bon, on redémarre début septembre, tout le monde est revenu. Enfin, très nombreux auditeurs sont revenus tout de suite. Ça m'a bien fait plaisir. Donc voilà, ça démarre facilement grâce à tous les gens qui sont toujours accros à ce truc. Je pense que c'est une émission attachante qui est un peu unique en plus dans le paysage radiophonique. Et puis non, je suis content, moi perso, en tout cas je suis vraiment content que ça ait repris. Et je pense que je suis loin d'être le seul évidemment. Et puis tu sais, ça me rappelle... Allô la planète, ça reste attaché un peu au début de mon aventure quand je suis parti en Colombie en 2011. Ouais. Tu m'avais appelé la première fois là et voilà, ça me rappelle une certaine nostalgie quand j'y pense. C'était chouette, ça me rappelle ces moments-là en fait. Et tu as dû avoir beaucoup d'éditeurs depuis 2012, c'est ça ? Ça a été créé ? Non, c'est 2006, la création 2006. Ah, ouais, c'est pour ça d'ailleurs, je pense que ça marche. Il y a quelque chose qui s'est créé, c'est pas moi, c'est l'émission et les auditeurs, tout ça, et moi, mais tout ça s'est fait dans un ensemble, c'était pas calculé, comme si c'était devenu une espèce de club de gens qui... alors forcément, c'est marrant ce que tu dis, que c'est rattaché à un souvenir de ton voyage en Colombie. Je pense que ça a fait partie de la vie des gens à un moment. Les auditeurs, ils partaient,
Il y a pas mal d'auditeurs aussi qui me disent « Ah, j'écoutais Inter la nuit quand je faisais mes études » et la personne qui me dit ça a 8 ans de plus, donc les études sont finies et les gens travaillent et ça reste l'émission est accrochée à des moments de vie. C'est peut-être pour ça qu'elle fonctionne. Ouais, je pense, ouais. Donc tu as pas mal d'auditeurs fidèles qui te suivent depuis quelques années, j'imagine. Mais c'est au-delà des auditeurs, je te dis, c'est comme un club, comme une bande, comme ça. J'ai l'impression, quelle que soit la radio où j'aille, n'importe quelle radio, on ferait cette émission, tout le monde viendrait quand même. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'elle est dans la vie des gens, parce qu'elle est dans le... Il y a une espèce de mystère, et c'est très bien comme ça. Non, c'est mieux, ouais, c'est mieux. Mais alors dis-moi, comment tu arrives à créer Allô la planète avant? Qu'est-ce que tu as fait, enfin, en 2-3 mots, sans résumer En 2-3 mots, moi j'ai commencé la radio dans les années 80, du temps de la FM, au début de la FM. Après j'ai beaucoup travaillé, j'ai été à Skyrock, on a lancé Skyrock en 86 à ce moment-là. Il y a eu Fun Radio, RFM, Europe 2, j'ai un peu toutes. Et puis à un moment je suis parti au Maroc, j'ai travaillé à Médien, c'est une radio à Tanger. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée de me partir autour du monde et de raconter mes voyages, faire un carnet de route tous les jours sur une radio. Et j'ai proposé ça à Skyrock, qui a marché. Et eux, ils mettaient des sponsors autour et gagnaient des sous. Un peu ce qui se passe actuellement avec les blogs de voyage. C'est beaucoup d'auditeurs ont un blog, ils fabriquent un blog, et puis ils se disent tiens, je vais peut-être gratter un billet d'avion ou deux, enfin voilà. Et tout le monde raconte ses carnets de route. Moi, je le faisais à l'époque pour les radios, qui mettaient des sponsors autour. Et donc ça a duré 2 ans pour Sky, 2 ans pour Fun. Après tout ça, je me suis installé à New York où j'ai fait de la radio pour Fun Radio à l'époque. On faisait un morning depuis New York. Ça a duré 6-8 mois. Enfin bon, donc, du coup, ça m'a donné une grosse expérience de voyage, de balade, d'expatriation, etc. Quand je suis revenu, j'ai eu, dans les années 2000, alors ça va te surprendre parce que ça fait pas vieux, en 2001, je crois que c'était en 2001, arrivée du MP3. Tu te rends compte qu'avant, il n'y avait pas de MP3 dans le monde. C'est fou, hein, c'est récent tout ça. Et je me rappelle, c'était un technicien, j'étais à RFM à ce moment-là. Et j'ai un technicien, un gars un peu fou qui vient me voir, qui me dit ah, écoute, il me met un casque, il me branche sur des appareils là. Et il me dit écoutez, j'entends le son d'Europe 2. C'est RFM et Europe 2 appartiennent au même groupe, on était dans le même locaux, enfin bref. Et il me dit écoute, et j'entends le son d'Europe 2. Je dis bah ouais, c'est Europe 2. Il me dit c'est Europe 2 diffusé à Singapour en live. Je dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il me dit bah on a inventé, il y a le MP3 qui existe et on envoie ça à une radio à Singapour qui le rediffuse là-bas et là t'écoutes la radio de Singapour par MP3 qui revient. D'accord, c'est grâce au MP3 en fait qu'on a pu écouter des radios partout dans le monde en fait. Exactement, c'est quand ils ont inventé ce système d'MP3 qui permet, on se rend plus compte de la prouesse que c'est et du côté extraordinaire que ça permet d'envoyer du son n'importe où dans le monde gratuitement. Waouh, moi quand j'apprends ça je me dis gratuitement, parce qu'avant pour envoyer du son sur toute la planète, avant 2001, c'est pas vieux, fallait louer 3 ou 4 satellites. Et je m'étais renseigné parce que j'avais déjà plus ou moins l'idée. 3 ou 4 satellites, ça coûtait je sais plus de 10 000 balles par mois pour louer un faisceau satellite, il en fallait 5 pour couvrir l'ensemble de la planète, enfin c'était pas jouable. Et là tout à coup il y a un gars qui me dit mais avec le MP3 tu mets ton son dans un ordi et tout le monde peut l'avoir gratuitement, instantanément partout. Je me dis mais c'est magique, c'est fantastique. Donc merci MP3, le MP3. Sinon il n'y aurait pas eu d'Allô à la planète en fait. Merci Internet. Non mais voilà, c'est une émission qui dépend entièrement d'Internet. Quand Internet est entré dans les foyers, dans la vie des gens, et encore une fois je dis c'est pas si vieux, c'est une quinzaine d'années. Avant ça existait mais c'était pas autant dans notre vie. Je me suis dit bon bah faut faire une émission de radio en utilisant cet outil. Au départ je voyais pas Internet comme un fond mais comme une forme, comme un outil de diffusion. Et je me suis dit à cette époque-là, je me suis dit ça va aller très vite, tout le monde va le faire. Tout le monde va faire des émissions de partout dans le monde. Et je suis très surpris d'ailleurs 15 ans plus tard que toujours personne ne fasse ça. Mais bon, et je me suis dit bah il faudrait faire une émission. Alors là l'idée est venue d'un coup, je me suis dit bah il faudrait faire une émission de talk où on fait parler tous les gens et sauf que les gens ils sont partout dans le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est le fil à couper de beurre. Hein, et on l'a faite. Alors au début, pour te raconter l'histoire, au début, je l'ai fait en expérimental avec un copain qui s'appelle Manu Lévy, le gars qui anime le Morning d'Énergie maintenant, qui a un studio de radio, qui a accroché à l'idée. Et ce qu'on a fait, c'est je faisais l'émission dans son studio. On avait appelé une vingtaine de radios en Belgique, en Suisse. Il y en avait une à New York, à droite, à gauche. On disait branchez-vous sur un stream, on vous envoie le son, vous le renvoyez dans votre radio à vos auditeurs et on voit ce qui se passe. On a fait ça 3 mois, ça faisait un carton, c'était très marrant. Je parlais avec des auditeurs, c'est des toutes petites radios associatives en Belgique, en Suisse. Et au bout de 3 mois, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de sponsor, on n'avait rien. Donc on a dû arrêter, mais moi je me retrouve avec une espèce de maquette comme ça, de démo extraordinaire, de gens du monde entier qui parlent ensemble. Et j'ai présenté ça à plusieurs radios et c'est France Inter qui a plongé en 2006. Voilà. Et qui a dit faisons-le sur France Inter. Et on l'a fait 4 ans là, de 23h à 1h du matin. Voilà. D'accord. Et donc là c'est la seule émission, enfin c'est l'unique émission que tu tiens, d'accord.
Et t'as pas un sentiment, enfin on pourrait penser, est-ce que t'as pas un sentiment de lassitude depuis ça fait presque 10 ans? Est-ce que t'as pas envie de faire autre chose ou... J'attends la lassitude, elle vient pas. Là je m'étais dit, après Radio France, je me dis bon allez c'est bon, là maintenant j'arrête, ça va faire 8 ans. Et puis quand Outre-mer Première m'a proposé de le refaire, je me dis bon on y va, j'ai redémarré et ça remarche toujours, c'est génial. Quoi. C'est toujours le même plaisir quoi. Ah ouais, mais c'est extraordinaire, c'était dans un studio. C'est une émission qui donne, je pense que ça le fait aux auditeurs, moi ça me le fait. C'est très positif comme émission. Oui, non, ça donne la pêche, c'est clair. Ça donne la pêche, ça donne de l'ouverture. Et c'est la seule émission qui existe dans le monde, je crois, qui soit positive et qui marche. C'est-à-dire que les gens ne parlent que de choses chouettes. Mais c'est pour une raison très simple. C'est quand tu pars en voyage, tu pars à l'autre bout du monde, même si tu échoues dans ton expérience, ça va pas être un échec, ça va pas être une galère, ça va être une expérience que tu vas raconter. Ouais. Donc même quand tu te plantes, tu le racontes avec la banane. Voilà. Parce que tu es allé au bout de ton truc. Tu es allé à l'autre bout du monde, tu as ouvert ton bar en Colombie, tu as ouvert ton backpacker à Laos, ça a foiré, tu t'es fait enfumer par des truands chinois, tu as perdu toute ta thune, tu as la chiasse et tout le machin. Mais tu reviens, tu dis waouh, j'ai fait un truc super. Tandis que si tu fais ça chez toi en France, tu ouvres ton bar, il foire, tu vas pleurer, tu vas râler. C'est plus la loose quoi. Vaut mieux être loser à l'autre bout du monde limite que. Ah oui. Enfin, je veux dire, c'est toujours une expérience. Tu n'es jamais loser quand tu es à l'autre bout du monde parce que tu es parti et tu as fait l'expérience. Et je pense que c'est ça qui donne le côté positif, c'est que les gens vont au bout d'un rêve, d'une envie, et forcément quand ils la racontent, ils donnent envie aux autres de le faire. Et tu as une idée du nombre d'auditeurs qui sont passés, non? Qui sont passés à l'antenne. En gros, grosso modo, tu fais entre 8 et 10 par jour pendant 8 ans. Voilà. Ça fait 40, on va dire 40 par semaine. Sur 40 semaines, on va dire. D'accord. Ça fait 1600 par an, ça fait 16 000. Allez, entre 16 et 20 000 personnes. Quand même, c'est un sacré chiffre quand même. C'est fou, hein. Et est-ce que tu as certaines anecdotes, enfin certains moments particuliers, tu dois en avoir plein, mais qui t'ont marqué ou... Il y en a plein, ouais, effectivement, il y en a plein. Il y a deux trucs que je raconte souvent. Il y a cette histoire de... J'étais dans le studio à France Inter, et il y a un gars qui appelle et qui dit bon voilà, je suis au large de Bali. J'ai acheté un bateau, il avait acheté un bateau en Malaisie, le gars il le ramenait en Nouvelle-Calédonie, un voilier, et le bateau est tombé en panne, le moteur du bateau est tombé en panne au large de Bali. Et il m'appelle à Allô la planète, il dit est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et là je me dis mais pourquoi tu m'appelles moi? Je suis dans un studio à Paris, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi quoi? Et le type dit j'en sais rien. Je dis bon si quelqu'un nous entend et peut faire quelque chose, l'autre il est sur son rafio au large de Bali, il sait plus comment s'en sortir. Et figure-toi qu'il y a un auditeur qui avait un copain qui était garagiste au Club Med à Bali, qui a appelé son pote à Bali, et le gars nous a rappelé en disant qu'il arrive jusqu'au Club Med et on va réparer son bateau. Et ça a marché. Et là, je me suis dit, c'est marrant, ça y est, il y a un vrai maillage mondial. Le monde est tout petit, est immense, et en même temps il est tout petit dans l'émission. C'était ça que je voulais, ouais. Mais il y en a plein des histoires comme ça, il y a eu des naissances, il y a eu Patrick que j'ai eu l'autre jour, là, qui a appelé ici, là sur Outre-mer Première, qui me rappelait, il me disait, mais il y a 8 ans, je suis parti en Colombie pour voir ma copine, et je savais pas, je n'osais pas y aller et tout, et les auditeurs m'ont dit d'y aller, j'y suis allé, je l'ai rencontrée là-bas, et 8 ans après, elle est en France, ils sont mariés, ils ont un petit garçon. C'est les auditeurs qui l'ont un peu poussé à prendre son billet. Attends, le gars, il avait rencontré une fille en Colombie par internet. Donc t'imagines bien que tout le monde s'est dit oula, méfiance, fais gaffe mon gars, c'est peut-être une arnaque, tu vois, ça flippe un peu, et puis les auditeurs ont envoyé plein de messages en disant mais si, vas-y, tu verras bien et tout. Et on l'a suivi pendant l'émission, on le suivait tous les jours, pas tous les jours mais plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il aille chez elle, qu'il la rencontre, qu'il revienne et tout. Et voilà, il me dit mais tu te rends compte, cette émission, grâce à cette émission, je me suis marié, j'ai un bébé. C'est des trucs de fou quoi, mais il y en a plein des trucs comme ça. Mais ça qui est chouette avec Allô la planète, c'est la variété des situations, la variété des histoires, des personnes. C'est pas seulement un voyage pur en fait, c'est plus que ça, c'est des expériences, En fait, au bout d'un moment, je me rends compte que oui, la base c'est le voyage et l'expatriation, mais en vrai de vrai, c'est une série de portraits finalement. Derrière chaque personne qui part, il y a une histoire, il y a une personnalité, il y a quelqu'un qui vit quelque chose. Et quand tu creuses un peu la partie voyage qui est l'enrobage finalement, qui fait rêver tout le monde, tu creuses un peu et derrière tu as des personnages, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et c'est là surtout, je pense, avec cette émission, tu te rends compte à quel point le monde est petit. Enfin, ça doit vraiment... tu dois vraiment t'en rendre compte. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est devenu petit. À cause d'Internet, à cause... Internet bien sûr, et aussi le fait que les billets d'avion soient accessibles pour tout le monde maintenant, tu vas à l'autre bout du monde pour rien. Et puis voilà, il s'est ouvert, et puis on est de plus en plus nombreux, donc on bouge de plus en plus.
Je sais pas, c'est pas qu'il est plus petit, mais c'est qu'il est moins loin. Tu vois ce que je veux dire, il est toujours pareil, mais on peut aller partout. Voilà. Le temps, c'est plus rapide, quoi. La distance. Justement, on va faire la transition là avec ton livre, Le sauveteur de touristes. Alors, je raconte un petit peu, juste un peu le début de l'histoire. Hein. Alors, arrête-moi si je me trompe. Donc, en fait, l'histoire débute à Sarajevo, en pleine guerre. Enfin, en pleine guerre. Je donne pas. En fait. Oui, bon, vas-y. Ah, tu me reprends après. Et donc, on suit un reporter de guerre. Il lui arrive. En fait, il se fait virer. Il rentre à Paris. À Paris, il se fait virer. Et là, donc, il n'a pas de boulot. Et un peu par hasard, il tombe sur une proposition. On lui propose de retrouver une riche héritière qui a disparu. Elle est partie en Asie, sac à dos, et plus de nouvelles d'elle, silence radio. Et donc, sa famille s'inquiète et il est un peu chargé de la retrouver. Donc là, ça va être un peu le prétexte pour un tour du monde. Il va la rechercher en Inde, en Australie, aux États-Unis, etc. Et alors, vas-y, complète. Si j'ai dit une bêtise, peut-être. Non, t'as pas dit de bêtises. Non, c'est marrant ce que tu dis, que Sarajevo au début. Je dis jamais le nom Sarajevo. C'est ce que j'ai pensé juste après. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai. Dans ma tête au départ, quand j'ai écrit le bouquin, parce qu'au début, effectivement, ça commence par une scène de guerre. Il est au milieu d'une guerre dans une ville qui est coupée en deux. Mais il n'y a pas de date, on ne situe pas. Il n'y a pas de date, non, c'est pas situé dans le temps. À la base, je voulais que le bouquin, l'histoire, et peut-être que c'est le cas d'ailleurs, c'est un peu le cas, se passe dans quelques années. Ça peut être dans une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, un futur proche, ou ça peut être maintenant, mais bon. Et je cherchais un décor de guerre pour démarrer, pour qu'au début, ce personnage, Tom Harlem, donc est journaliste, et je voulais qu'il y ait une espèce de traumatisme qui arrive pour qu'il change de métier. Et je me suis dit, bon, je vais le mettre dans une scène de guerre et je vais faire une scène dure, qui arrive d'ailleurs. Et je cherchais un lieu de guerre. Moi, j'avais connu le Liban juste après la guerre, j'avais vu Beyrouth juste à la fin de la guerre, pas pendant la guerre, mais juste après. Et cette ville était incroyable, parce qu'il y avait tous les stigmates de la guerre, on voyait bien la ville coupée en deux, les immeubles... Tout était troué là-dedans, c'est ça qui m'a frappé, c'était une image. Enfin bon, j'ai bien vu le décor, mais quand j'écris le bouquin, je me dis si je mets Beyrouth, ça va faire un peu vieux old school, puisqu'il n'y a plus la guerre à Beyrouth en ce moment. Et, et je voulais que ce soit proche de nous, je voulais que ce soit un lieu. Pour le traumatisme du gars, il fallait que la guerre soit pas loin. D'accord. Pourquoi j'ai pensé à Sarajevo, moi ? Mais parce qu'en fait, je dis que c'est dans. Et du coup, je me suis dit, je vais pas dire où c'est, mais je vais faire une guerre en Europe centrale. Je vais faire une guerre dans les Balkans. Et je vais dire, parce qu'il y en a. Et il y en a eu il y a pas longtemps. Et il peut y en avoir de nouveau, hélas. Et donc j'ai planté ça, je dis une guerre dans les Balkans, on comprend qu'il y a des musulmans et des chrétiens qui se tirent dessus, on comprend ça, et j'ai laissé l'inconnu. Mais c'est marrant côté... Et d'ailleurs c'est marrant de penser à quel point Sarajevo et Beyrouth avaient des points communs quand c'était en guerre. Enfin bon. Voilà. La première petite partie du livre, du moins l'intro, donc c'est une scène, le héros, il est reporter de guerre, tu n'as pas connu ça ou... Non, j'ai pas connu ça, je suis passé pas loin, j'ai été dans des endroits... Ça a l'air assez véridique. J'étais pas loin, j'ai pas été loin, j'étais dans des endroits un peu chauds, mais j'ai jamais vraiment connu le conflit. C'est dommage, on devrait laisser l'inconnu, pas dire est-ce que j'ai vécu ou pas, mais bon, c'est pas grave. En revanche, j'ai beaucoup fréquenté de journalistes dans ma vie, j'ai beaucoup rencontré de journalistes de guerre, de grands reporters qui m'ont tous beaucoup raconté d'histoires, et voilà, c'est là que j'ai été pioché. Cette vision des choses, et ce décor et le personnage en lui-même, comment il pense. Moi, c'est pas moi, hein, mais bon, c'est toujours un peu le héros est toujours un peu l'auteur, mais c'est pas moi. J'ai pas été journaliste de guerre. J'ai pas été grand reporter dans ma vie. J'ai fait du reportage, j'ai fait beaucoup de journalisme, mais j'ai jamais été au front, si tu veux, avec les types qui y sont vraiment, quoi. En tout cas, dès l'entrée, là, on est tout de suite dans le truc. Hein. C'est bien. Tu sais que Jules Verne n'a jamais voyagé. Oui. c'est tout le talent, c'est tout le talent, c'est toute la force de l'écrit. Oui, t'as besoin de rien, t'as juste besoin de ton imagination. Et ça marche. C'est vrai. Et donc le héros va partir, comme je le disais, retrouver cette jeune fille qui est partie en sac à dos. Et donc dans le livre, il y a bien sûr beaucoup de questions de voyage et de voyageurs. Et une première question, tu le définis comment ce livre ? C'est un thriller ? Alors voilà, quand l'éditeur l'a pris, il m'a dit merde, on le met dans quoi ? Thriller, polar, aventure, voyage, c'est un peu tout mélangé. Il semble que selon les définitions en usage, ça se rapproche le plus du thriller. Ouais. Voilà.
moi je dis oui, c'est un mélange de thriller et de livre d'aventure. Il y a un côté un peu aventure classique, un peu la Indiana Jones, le gars qui parcourt le monde à toute vitesse, qui va partout, qui est jamais fatigué, qui est toujours très costaud comme ça. Mais en même temps, il y a une trame thriller, il y a une trame polar comme ça. Il y a même un peu de SF aussi. J'ai vraiment tout mélangé. Il y a pas mal d'anticipation. J'ai tout mélangé. J'étais contre les règles et ça marche, donc c'est bien. Normalement, il faut bien choisir. Il faut dire, est-ce que tu fais une autofiction, est-ce que tu fais un thriller, est-ce que tu fais ceci, est-ce que ça. Et moi, j'ai mélangé un peu tout et ça marche. Comme quoi. Non, ça fonctionne bien. Ouais, c'est un mélange qui fonctionne bien. Alors pourquoi ce thème, d'avoir choisi ce thème, le sauveteur de touristes, le gars qui part, qui s'immerge dans le milieu des backpackers et qui est là pour retrouver cette jeune fille. J'avais imaginé ça comme vrai boulot, enfin. Il y a quelques sérieux là? Je suis sérieux. Il y a quelques années, j'étais à... Il y a peut-être 10-15 ans, je sais plus. J'étais à Goa. Et le personnage du flic à Goa existe vraiment. Enfin, j'ai rencontré un type comme ça, un flic intègre comme ça, à Goa en Inde. Goa qui était la Mecque des backpackers et des routards et des hippies dans les années jusqu'aux années 80, les 70-80. Et ce flic me dit, on a à peu près 10 millions de touristes qui viennent chaque année à Goa et on en perd une centaine. Et là, il m'avait raconté l'histoire du fait qu'on perdait des touristes. Il y avait des touristes qui disparaissent volontairement ou non. Et après, quand j'étais rentré à Paris, je m'étais un peu renseigné sur ça m'avait perturbé, ça m'avait creusé. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui disparaissent dans le monde chaque année. Des dizaines de milliers de gens disparaissent voilà. Et je m'étais En France ou en voyage? En France, partout. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, il doit y avoir... Qu'est-ce qui se passe si jamais tu disparais en voyage? Et là, tu te rends compte que si tu disparais en voyage, toi, demain, tu repars en Colombie, tu disparais, tu donnes plus de nouvelles, personne ne va te chercher. Parce que tu es majeur, si t'as pas enfreint la loi. Si t'as pas, si la police... Tu connais pas ma mère, elle va déclencher le plan Orsec. Et ça servira à rien. Parce que les flics, ils vont dire à ta mère, vous êtes gentille madame, mais votre fils, il est majeur, disparaître et ne plus donner de nouvelles, c'est pas un délit. Il a le droit, on a le droit de disparaître. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler la police locale, qui va fouiller, qui va regarder les hôtels, les bordels, les morgues, les hôpitaux. Et puis s'ils ne trouvent pas, ils vont dire, voilà, on l'a pas trouvé, on peut rien faire. Effectivement, on peut rien faire. T'as le droit de disparaître. Et là, je me suis dit, mais si ta mère, justement, elle se dit, mais non, mais moi, je sais, je le connais, mon gars, il va pas disparaître comme ça, c'est pas normal, il lui arrive quelque chose. Si elle veut pousser les recherches, elle est toute seule. Il n'existe rien ni personne qui va l'aider. Et là, je me suis dit, tiens, il y aurait un métier à créer qui serait un détective privé spécialisé dans la recherche de touristes. Et puis, j'ai eu la flemme de faire le métier, donc j'ai écrit le bouquin. Mais c'est ça, en fait. Ça existe, tu crois? Je crois que ça n'existe toujours pas, mais je suis persuadé que ça va exister. Tu sais que c'est cette année, je crois, en 2015, il y aura 1 milliard de touristes dans le monde. Il y a 1 milliard de personnes qui vont se balader cette année dans le monde pour du tourisme, c'est-à-dire pour du divertissement, pas pour travailler, etc. Bah oui, parce qu'il faut rajouter maintenant que la Chine s'est ouverte. Avant, les Chinois, ils pouvaient pas sortir de leur pays communiste. Un client sur deux, ça sera un Chinois. Mais, bah oui, t'as tous les nouveaux touristes, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, tout ça. Avant, c'était des gens. Et tout le monde voyage. 1 milliard de personnes qui se baladent dans le monde. Forcément, il y en a qui vont disparaître. Et forcément, je pense qu'il y a un gars qui va inventer... C'est bien possible, ouais. Bon, ça va peut-être donner des idées à certains. Mais est-ce que tu as des chiffres quand tu t'es documenté? Tu as un peu plus de chiffres sur ça, sur les personnes, le nombre de voyageurs qui disparaissent? Non, ils sont englobés dans la masse. C'est compliqué puisque quand tu disparais, t'es pas déclaré disparu puisque tu as disparu volontairement. Ouais, voilà. Tu vois, mais il y en a beaucoup. Ouais, tu me disais, il y en avait 100 par an en Indonésie, c'est ça? En Inde, à Goa. Ils disent on a 100 touristes, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Voilà, on sait qu'ils sont venus, on a leur descente d'avion, ils ont rempli leurs papiers là, ils ont pris une chambre d'hôtel, ils ont disparu. Mais c'est quoi il y a des théories à part le mec qui veut vraiment disparaître parce qu'il veut? Il y a beaucoup de disparitions volontaires. Des gens qui veulent quitter leur vie parce que ils ont des problèmes de divorce, ils ont des dettes, ils sont coursés par les flics. À Goa plus spécialement, le flic m'a dit il y a beaucoup de jeunes Israéliens qui viennent parce qu'ils veulent pas faire le service militaire. Et ils ont des flics israéliens qui viennent chercher les jeunes Israéliens qui se déguisent en hippies, qui brûlent leur passeport et qui disent je ne retournerai pas. Donc tu as des gens qui disparaissent volontairement, tu as des gens qui disparaissent parce qu'ils se font attraper par des truands, ils se font égorger et puis on les met dans un trou dans le désert et puis voilà, on les retrouvera jamais. Il n'y a pas de légende urbaine parce que moi ça me fait penser à plusieurs histoires. Il y a une histoire qui est vraie, je sais pas si tu te rappelles, c'était un gars
au Népal, un serial killer. Il me semblait que c'est au Népal, un Katmandou. En Inde. Ah, pardon, c'est en Inde. En Inde, le Snake. Ouais, je croyais que c'était au serpent, Népal, ouais. moi. En Inde, qui a tué plusieurs, Égorger les gens, ouais. voilà, plusieurs voyageurs en indépendant, comme ça. Donc il y a, bon, voilà, il y a une réalité de ce côté-là, mais Ah, c'est pas une légende urbaine, ça, c'est un non, vrai ça fait. c'est une réalité. Et Ouais. d'ailleurs, il sera un des héros du prochain livre que je suis en train d'écrire, ce type. Ah d'accord, The Snake qui est toujours en prison. Rassure-moi. Et je crois qu'il est mort ou il est toujours en prison parce qu'il était à moitié français, je crois en plus. Je crois qu'il était à moitié européen ou français. Oui, c'est un gars, c'était un psychopathe, serial killer qui tuait des touristes en Inde ou au Népal, effectivement. En légende urbaine comme ça, non. La légende urbaine, c'était le livre The Beach, la plage, qui imaginait un lieu où des backpackers, un lieu secret où des backpackers se retrouvaient pour créer une nouvelle société. Il y a eu ça, il y a eu la recherche de l'endroit idéal où on va pouvoir ne pas rentrer et monter notre petit monde à nous. Ça, c'est une belle légende urbaine. Mais d'ailleurs, c'est un peu la course de tous les backpackers. C'est chercher l'endroit où les autres ne sont pas. C'est toujours la même chose. Ouais, mais est-ce qu'on avec la mondialisation, est-ce que c'est pas un but de vain? Enfin bon, je trouve, mais ouais, il y a pas mal de légendes urbaines. Je me souviens aussi d'avoir vu un film qui se passait, c'était un film d'horreur entre guillemets, qui se passait au Brésil. Et c'était des gars qui voyageaient comme ça en sac à dos, tu vois, à travers le Brésil. Et eux, en fait, ils étaient la victime d'un chirurgien. Voilà. Ça s'appelait Tourista d'ailleurs. Le jeu de mots assez sympa. Et je me rappelle aussi en Asie, un gars qui me racontait des légendes urbaines comme quoi des jeunes filles étaient enlevées pour des prestations, enfin pour servir d'esclaves sexuels. Enfin bon. Il y a eu des cas. Forcément, il y a eu des cas. Oui. Il y a forcément des gens qui se sont fait piquer un rein au Brésil ou je sais pas où, des filles qui se sont fait attraper et qui ont fini dans des bordels. On va donner peur à voyager là. Mais il y a forcément eu des faits divers et après, tu sais, au démarrage des légendes, il y a forcément quelque chose. Mais non, mais des gens qui disparaissent, il y en a forcément. Tout le temps. T'as jamais eu envie de disparaître? Non, pas encore, dis-moi, mais. Non, mais tout le monde à un moment ou à un autre se dit tiens, voilà, là je rentre pas, là, je fini, terminé. Il y a même une agence qui existe aux États-Unis qui te refabrique une identité. Ah oui, ça par contre, oui, ça existe. Et donc, s'il y a des agences comme ça veut dire que. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens. Tu sais, quand il y a une catastrophe, il y a forcément des gens qui en profitent. Chaque fois, je pense à ça, par exemple, au 11 septembre, le jour du 11 septembre. Imagine un gars qui vit à Manhattan et qui croule sous les dettes, qui a un divorce, qui a une sale vie, qui a une vie de merde, il est coincé. Il va bosser au World Trade Center, il arrive en retard et il voit le truc qui s'effondre. Il a qu'à poser sa mallette et il s'en va, il va être comptabilisé dans les morts et il peut disparaître. Et pareil pour le tsunami. Pareil pour le tsunami. Mais je suis sûr que dans toutes les catastrophes, il y a des gens qui en profitent pour disparaître. C'est sûr. C'est possible. En tout cas, ce sujet est intéressant, le sujet que tu as pris. C'est intéressant. Et puis qui sait, peut-être qu'on verra Eric Lange bientôt dans un nouveau ou dans un nouveau métier, dans ce nouveau métier. Alors dis-moi, tu décris pas mal Bangkok dans le livre. Alors, j'imagine que tu y allais, tu connais bien. C'est-à-dire que Bangkok, aujourd'hui encore, et quand je voyageais beaucoup, c'était le lieu de rendez-vous. Bangkok, ça a toujours été la ville en Asie du Sud-Est qui était la plus proche de l'Occident. Parce que, bon, c'est logique. T'as la Thaïlande, autour t'as le Vietnam, Laos, Cambodge. Pendant longtemps, tous ces pays étaient des dictatures communistes fermées, jusque dans les années 90. Donc le seul endroit où tu pouvais aller en Asie du Sud-Est, c'était la Thaïlande. Tu pouvais descendre un peu en Malaisie, mais c'était musulman, les gens y allaient moins. Et l'Indonésie. Mais voilà, en Indochine, dans la péninsule indochinoise, on va dire, il n'y avait que la Thaïlande. Donc tous les voyageurs allaient en Thaïlande, et Bangkok est devenue la ville où tu pouvais tout arranger. C'est là que tu pouvais te soigner si tu étais malade, c'est là que tu pouvais arranger des visas, c'est là que tu pouvais te reposer. Et donc c'était le lieu de rendez-vous. Et moi qui me suis beaucoup baladé en Asie du Sud-Est, j'ai dû passer 15 fois à Bangkok. Donc à force, oui, je connais bien. Puis j'aime beaucoup cet endroit. T'as plus une connexion avec l'Asie, non? Enfin, du moins, après pour l'histoire, mais... Je sais pas pourquoi, mais t'as pas remarqué, dans le voyage, il y a deux bandes, je trouve. Il y a deux catégories de gens, ceux qui sont attirés vers l'Orient et ceux qui sont attirés vers l'Ouest, vers l'Amérique latine et les États-Unis. Et je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est instinctif, c'est comme ça. Et moi, quand je voyageais beaucoup, je pouvais aller à peu près où je voulais, et j'étais irrémédiablement attiré vers l'Orient. Je veux dire, les pays arabes, le Proche et le Moyen-Orient et l'Asie. J'adore ces endroits-là, je sais pas pourquoi. Tu es déjà allé en Amérique latine? Non. Ah ouais. Je suis allé en Mexique, c'est pas l'Amérique latine, en Guyane. Si, c'est le Mexique. Ouais, on n'est pas il faut que j'aille, je voudrais aller à Colombie, Bolivie, tout ça, j'aimerais bien aller voir maintenant. Je suis curieux là maintenant. Mais ouais, pendant longtemps, tu as eu cette attirance pour l'Asie. Et ouais, je sais pas pourquoi. La culture, la spiritualité. Je me sentais à l'aise. Dans une autre vie, je devais être là-bas. Je sais pas. Ça correspondait à mes fantasmes de voyage, sans doute. Mais moi, je trouve que c'est pas du tout c'est pas vraiment la même ambiance. C'est aussi
Ça dépend aussi, je pense, c'est une histoire de personnalité. En Amérique latine, les latinos ils sont plus bruyants, plus tu vois, les asiatiques sont plus discrets, c'est plus calme, c'est plus posé. Donc c'est aussi, je pense, une histoire de peut-être de personnalité, de caractère qui s'accommode plus avec l'un ou l'autre. Peut-être que je me sens plus à l'aise dans un univers plus zen en apparence, parce que l'Asie a une apparence très zen comme ça, mais tu creuses, c'est bouillonnant. Mais c'est vrai que dans la vie quotidienne, l'Asie est facile. C'est simple, c'est plus cool, j'ai l'impression. L'Amérique latine, t'as vraiment l'impression d'une cocotte comme ça, une marmite qui brouille tout le temps, ça bouge, ça va dans tous les sens, la musique, le machin. Au Mexique, j'en pouvais plus des mariachis, là. Tu pouvais pas te poser dans un bar. Les mecs qui arrivent avec leur guitare, là, tout le temps du bruit, du machin. C'est clair que c'est plus bruyant d'un côté. Alors, tiens, pour revenir un peu plus au livre, je trouve qu'il y a deux thèmes un peu qui structurent ton livre, qu'on retrouve. La première, c'est quand même une critique du tourisme, des voyageurs, peut-être plus du tourisme que des voyageurs, un peu les deux quand même. Donc ça, c'est un thème qui revient souvent et ouais, t'es pas tendre quoi avec les voyageurs d'aujourd'hui. Non, je suis pas méchant parce que je pousse. Alors, je suis très mal placé pour leur. T'es sans doute réaliste, hein. Non, mais je suis mal placé pour leur connaissu parce que j'encourage tous les jours avec cette Allo la planète à pousser les gens. Je pousse les gens à voyager. Donc, je serais mal placé pour leur dire de pas le faire, mais. Non, c'est pas que je critique, c'est que je veux désacraliser le truc. Il y a une espèce d'aura autour du voyageur, du touriste, tout ça, le gars qui part. Encore, tu penses ? Ouais, bien sûr. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas des héros quand on voyage. Il y a des gens qui ont des actes beaucoup plus héroïques, là, ici, un coin de rue à Malakoff. Donc voilà, c'est un peu pour casser la vache sacrée du voyageur baroudeur. Mais non, j'ai de la tendresse. Non, je te recogne pas trop dessus. T'es assez dur des fois, tu dis. Je me souviens de bribes de phrases du genre, voilà, on fuit, on voyage pour fuir, on voyage. C'est vrai. Oui, mais c'est vrai en grande partie. Enfin, à chaque cas, il y a toujours un peu de fuite, je pense, dans le voyage. Ne serait-ce que fuir la monotonie déjà. Ne serait-ce que ça. Exactement. Ce qui est plutôt une bonne fuite, hein, parce que fuite. Quand on parle fuite, on dit souvent que c'est péjoratif, voilà. Mais pour les gens, c'est péjoratif souvent. Ça l'est pas, il faut du courage pour fuir. Non, et puis qui dit fuir, dit une recherche. Enfin, ça va souvent avec. Mais non, je trouve que tu vas fort. Ouais, non, je crois pas, moi. Je suis pas d'accord avec toi. Non, oui, quand je parle de fuite, non, je me moque un peu. Oui, c'est vrai, par moments, je me moque de tous ces types, tous ces gens qui. Mais je m'en moque, mais j'ai été le premier à faire ça aussi, quoi. Parce que quand t'es à l'autre bout du monde, tu prends une autre attitude, t'es un peu crado, tu te fais influencer. Tu vois, quand tu vas en Inde, t'as tous les occidentaux qui se déguisent en indiens. Quand tu vas en Thaïlande, ils ont tous des grands pantalons. J'imagine qu'en Amérique latine, dans la pampa, ils mettent tous des chapeaux, ils se prennent tous pour des cow-boys. Voilà, bon, parce qu'on joue un peu, on se déguise. Et voilà, je voulais un peu me moquer de ça, un peu de cette attitude. Et puis il y a quand même des travers dans le tourisme. Je trouve que ce que tu dis dans le livre par rapport à ça, c'est assez réaliste. Hein, c'est pas méchant, il y a des travers. C'est vrai que le tourisme engendre des trafics. Parfois on s'en rend même pas compte, mais on va pactiser avec le diable quand on est touriste. Hein. Quand tu vas faire ton petit voyage en Corée du Nord, il y a des gens qui vont payer 5000 boules là, pour aller en Corée du Nord. Bon, bah, c'est comme s'ils allaient chez Hitler pendant le nazisme. Hein. Il y a des moments où on est responsable aussi de trafic de filles, de trafic de glauques, juste parce qu'on est là. Alors pas nous personnellement, mais parce qu'on est là. Très indirectement. Ouais, mais on participe. Alors après, hein, c'est comme tout le reste. Moi aussi j'étais dedans, je suis dedans d'ailleurs. Mais on peut le souligner de temps en temps, ne pas... voilà. Non, tout à fait. Et enfin, c'est un peu lié à ça. Dans le livre, tu cites 2-3 fois le routard blogueur. Ça m'a fait sourire un peu. Du coup, je me suis dit, tiens, il fait vraiment partie du paysage maintenant, ce routard blogueur. Ouais, c'est un nouveau qui est arrivé. Il n'existait pas avant. Il y avait le routard tout court, il y avait le touriste, le routard, le babacou, la petite famille en vacances. Et il y a un nouveau qui est arrivé, c'est le routard blogueur. Ça reste quand même minoritaire, je pense. Enfin... Ah, il y en a pas mal. Hein. Non, ce qu'il y a, derrière le routard blogueur, il y a cette idée que c'est assez étonnant, les voyageurs aujourd'hui ne peuvent pas se passer d'internet, de Facebook et des mails. Et ça, c'est très étonnant parce même si t'as pas de blog. Hein. Même si t'as pas de blog. Et c'est très étonnant parce que une des
une des raisons de la fuite ou du voyage, c'est quand même de se couper avec ses racines. Moi, j'ai jamais autant pris mon pied que quand j'étais perdu, sans aucun contact. Je me rappelle d'une scène que j'ai vécue où j'étais... Enfin, c'est pas une scène, c'est un moment que j'ai vécu, j'étais au Yémen, dans le sud du Yémen, là, j'arrivais vers Aden, j'étais au bord de la mer Rouge, là, sur la route qui longe la mer Rouge, et à un moment, j'étais vraiment tout seul, quoi. Personne, il y avait rien, il y avait pas de téléphone. Personne ne savait où j'étais, personne ne savait qui j'étais, rien. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça le kiff, c'est ça que je voulais, c'est être ailleurs, et sans avoir de contact avec. Et là, aujourd'hui, je trouve ça un peu paradoxal de partir à l'autre bout du monde et de poster des messages tous les jours à ses parents ou à sa famille ou à ses amis. Je me dis, tiens, c'est comme si on voulait pas couper la chaîne complètement entre son nid, son lieu d'origine et l'autre bout du monde, comme si ça rassurait. Une fois, j'ai eu une auditrice, je sais plus laquelle, qui m'a dit à l'antenne, elle me dit, oh là là Eric, c'est horrible, ça fait 3 jours que j'ai pas internet, j'ai plus mon Facebook. J'ai dit, mais justement, quitte tout ça, quoi. Parce que maintenant il y a toute une génération qui ont grandi vraiment avec, quoi. Donc j'imagine c'est inconcevable quasiment pour eux de... voyager. Mais oui, mais ils ont tort. Ils ont tort, enfin ils ont tort, oula, chacun fait ce qu'il veut. Mais essayez donc de passer 10 jours à l'autre bout du monde, sans téléphone, sans internet, sans rien, vous allez voir le plaisir intense que c'est d'être enfin seul. Je suis d'accord avec toi, avant le blog, j'ai voyagé avant, et à l'heure où internet n'était pas très répandu, c'était juste les emails, et c'est vrai que je trouve que le voyage était souvent plus intense. Alors quand j'avais écrit un article sur ça, alors il y a des gars qui m'ont dit le mec il crache sur la soupe. Peut-être, mais bon, je peux être lucide en même temps. On peut être critique aussi par rapport, avoir du recul. Et je sais même pas si on peut le critiquer. C'est un truc. Le mettre en avant. C'est comme aujourd'hui, tu peux plus critiquer les smartphones. C'est là. Les gens ont des smartphones, tout le monde marche la tête baissée, tout le monde utilise ce machin. Bon, on va pas pleurer 107 ans, c'est comme ça, c'est la vie. Effectivement, les gens se parlent plus, les gens, tu sais, quand avant, et c'est pas, je dis pas ça en disant c'était mieux avant. Ce qui se passait, quand tu cherchais une rue, t'abordais quelqu'un. Tu disais oui, la rue là, c'est quoi? Voilà, il y avait un contact avec des gens. Aujourd'hui, moi je vois à Paris, là, il y a tellement de touristes qui n'ont de contact avec personne. Ils sont là, ils ont toutes leur Google Maps, leur machin, tout est sur Internet, ils avancent. Et en fait, ils vont d'un lieu à l'autre, la tête baissée, en avançant. Voilà, alors c'est comme ça, on ne se perd plus. C'est fini, on peut plus se perdre. Bon, je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Moi, je trouvais ça chouette de se perdre, mais bon, voilà. En revanche, s'il y a un travers avec Internet, il y a des gens que je voudrais éliminer de la surface du monde, c'est TripAdvisor. Ça t'empêche l'incertitude. Il y a un an, j'étais en Jordanie et on part à Petra, dans le sud, tout ça, et puis on remonte de Petra en bus pour rejoindre Amman. Et moi je me dis on va pas réserver un hôtel, c'est bon quoi. En arrivant à Amman, on trouvera bien quelque chose. Et puis il y a ce côté que j'aime bien, tu sors ton bus, t'as ton sac, tu sais pas où aller, tu te perds dans les rues, t'essayes un hôtel, il est pourri, tu vas dans un autre, tu vas dans un bar, etc. J'aime bien ce truc là moi. Et ben on arrive à Amman, il n'y avait pas un hôtel qui avait de la place, parce que il y a un gars d'un hôtel qui dit mais maintenant tout le monde réserve 3-4 jours à l'avance par internet avec TripAdvisor. Donc voilà, alors maintenant on peut plus jouer, il n'y a plus de hasard, il n'y a plus rien, tu es toujours là obligé toutes les semaines de réserver tes hôtels pour la semaine d'après. C'est triste. Voilà, ça m'énerve. Voilà. Laissez un peu, mais c'est mort. Hein, je sais pas s'il y a tant de gens que ça qui réservent vraiment les hôtels à l'avance. Tout le monde, non ? Tout, mais pas longtemps à l'avance, mais tu es dans une ville, avant de partir, par internet, tu vas aller réserver une chambre dans le backpacker suivant. Tu trouves les plus jeunes, ils se mettent à réserver, ils réservent. D'accord, parce que moi c'est quelque chose que je continue même à quasiment pas faire, mais... tu vois. Mais, un jour tu vas te retrouver comme... Je pensais que... Ouais. Tu n'auras plus d'hôtel parce que tu n'as rien réservé. Et je me rappelle même une fois, j'avais appelé un hôtel à Amman, je l'appelle, et le gars me dit, bon ok, je lui dis ok, c'est bon la chambre. Il me dit ouais, mais confirmez-moi par mail. Je dis mais je vais pas envoyer un mail, putain. En plus, faut envoyer un mail, sinon... Il faut confirmer, faut confirmer. Envoyer la mail, sinon t'as pas la chambre. Ça devient compliqué. En tout cas, c'est ce dont on est en train de parler, là, l'évolution technologique, c'est aussi, on va finir aussi sur ça, c'est un peu aussi le deuxième thème qui transparaît dans le livre, hein, c'est un peu une certaine critique de l'évolution, des évolutions technologiques, et même une certaine peur, un danger, par rapport à l'histoire. Je ramène à l'histoire, je vais pas tout dire, parce que sinon, voilà, il faut lire le livre, mais l'histoire, il y a quand même un danger par rapport à... Non, ce que j'ai voulu... alors, il a fallu trouver un grand méchant. Pour le coup, il est grand, là. Ouais, c'est un super méchant.
Bon, c'est une espèce de mélange de Bill Gates. On le reconnaît. Hein. Ouais, c'est une espèce de mélange de Bill Gates et de Steve Jobs. Ah ouais, justement, j'hésitais entre les deux. C'est un mélange des deux, puisque je dis que le gars, il a inventé le logiciel, donc ça c'est Bill Gates, le logiciel qui équipe tous les ordinateurs du monde. Mais en même temps, je dis aussi qu'il achète les appareils. Donc c'est un mélange des deux, quoi. Il fabrique des ordinateurs, il a des satellites, il a tout. Bon, c'est pas tant la technologie que je veux critiquer là-dedans, c'est l'attitude de ces hommes. Il n'y a rien de plus qui m'a énervé quand Steve Jobs est mort et j'avais l'impression qu'il y avait un saint qui était mort, que Gandhi était mort. Exactement la même chose, ça m'a saoulé aussi. Et les gars, il y avait des petites bougies partout, des gens qui faisaient des logos avec une pomme qui pleure, des manifs. Barack Obama et Sarkozy et Hollande et tout le monde il est allé de son petit communiqué pour saluer la mémoire de ce grand homme. Tu te dis mais les gars, redescendez sur terre, quoi. C'est juste un businessman qui fait fabriquer des ordinateurs par des enfants chinois dans des usines pourries au trou du cul du monde. C'est un pourri comme les autres, quoi. Voilà. Il a quand même commencé en arnaquant son associé au début. Ouais, le gars c'est juste un businessman de base, quoi, qui vous vend des téléphones qui font de la musique, quoi. Voilà, c'est tout. Et ce côté, cette sanctification, j'ai l'impression que c'était un saint, ça m'a énervé. Et alors après, au-delà de l'énervement, je me suis dit que tout ça était une immense stratégie commerciale, qui marche très bien d'ailleurs, qui fait que quand, par exemple, c'est surtout la stratégie commerciale d'Apple, quand tu achètes un produit Apple, quelque part on te dit que tu changes le monde. Storytelling. T'es pas juste en train d'acheter un ordinateur, t'es en train d'acheter un appareil qui va faire que le monde sera mieux. Une expérience. Voilà, une expérience. Et que toi-même tu seras mieux. Je veux dire, putain, c'est malin ça. C'est quand même malin. Pour vendre un téléphone, on te vend presque un objet sacré qui va changer le monde, alors que t'achètes un putain de téléphone, quoi. Donc ça m'a énervé un peu. C'est un peu ça que j'ai voulu casser. Non pas la technologie en elle-même, parce qu'on peut pas la casser. Elle est là. Et elle est très bien, cette technologie. Elle est merveilleuse. Mais c'est les hommes qui l'utilisent et qui la vendent. Et ce qui m'énerve, c'est que nous, on est quand même des gros nunuches, espèce de naïfs, là. Quand tu vois les gens qui font la queue pendant des heures devant un magasin Apple pour acheter le dernier téléphone qui va coûter 600 ou 1000 balles, tu te dis, mais c'est une secte. Il a créé une secte, finalement. On est assez proches, ouais. Et c'est un peu ça que j'ai voulu. C'est ça, d'ailleurs, que je voulais souligner en forçant le trait. En revanche, pour ce qui est du dénouement et de l'histoire elle-même qu'on ne peut pas raconter, là, c'est pas une peur que j'ai, mais je suis persuadé qu'on y va. Ouais, dans les années futures, ce que tu décris dans le livre, là, le projet, ça peut être une réalité. On parle déjà beaucoup du courant transhumanisme, etc. Alors c'est un peu, pour l'instant, ça reste un peu de la bande dessinée, tout ça, mais il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose là-dedans. Je sais pas si on peut même pas parler de danger parce que c'est une évolution, mais il y a quelque chose qui va se passer là, ouais, c'est sûr, c'est évident. On peut pas en dévoiler plus, c'est énervant. Non. Mais là, je pense qu'on a pas mal donné envie aux lecteurs de lire le livre. Alors, une dernière question, là, c'est vraiment la dernière. Alors, c'est une question cliché. Hein. Bon, je vais finir par une question cliché, mais le héros de l'aventure, qu'est-ce qu'il a un peu en commun avec toi ? Enfin, est-ce qu'il a... Il est tout ce que j'aurais voulu être. On dit que quand on écrit, voilà, c'est le live là. Non. Alors, ouais, parce qu'on dit que quand on écrit un livre, un roman, le héros, on met toujours un peu de soi. Oui, bien sûr. Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, il l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a de moi là-dedans ? Il y a surtout de moi là-dedans, il y a des choses que j'ai pas pu faire peut-être. J'ai toujours rêvé d'être grand reporter, c'est pour ça que je le case en grand reporter au début. Ce côté solide, un homme, il est assez triste au début, mais finalement du coup il est libre, il est tout seul, il a pas de famille, il a peu d'amis, il fait ce qu'il veut, il part comme il veut sur un coup de tête comme ça à l'autre bout du monde. C'est un peu un personnage fantasmé. J'étais un peu comme ça d'ailleurs, mais de moi il va y avoir, il est à la fois critique sur le monde qui l'entoure et en même temps il agit. Voilà, je dois être un peu comme ça. Critique mais pas négatif, tu vois. Mais il faut être comme ça, je crois. Il faut regarder les choses, savoir ne pas se faire baiser par tout ce qu'on te raconte, tout ça. Être critique mais pas pessimiste. Voilà. C'est difficile d'être... souvent ça va ensemble. C'est exactement ça. C'est savoir dénoncer... Non, c'est savoir regarder les défauts du système, mais ne pas se désespérer face à eux. Voilà, agir quand même. Bon, c'est pas si grave. Après, tu vois, toute la diatribe que je viens de faire sur les ordinateurs Apple, bon, ok, une fois qu'on a dit ça, c'est pas si grave après tout. Si les gens ils sont contents avec un ordinateur,
ça fait de mal à personne, tu vois, c'est pas ça qui est le plus important. Mais il est comme ça, il a un regard, le héros là, du livre, il est quand même comme ça, il a un regard très critique sur le monde et puis en même temps il y participe. Ah, tout à fait, ouais, tout à fait. En tout cas, quand on arrive à la fin, on se dit qu'il va avoir une suite. Ah bah oui, bien sûr. Ça va être un héros récurrent. J'aimerais bien en faire une série. Pour tout te dire, là, ce que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est pas une suite. C'est pas le retour du sauveteur de touristes, ça va être un autre livre. Marrant aussi, avec plein de voyages, plein d'actions, plein d'adrénaline. Mais après, j'aimerais... j'ai déjà l'autre idée en tête. Je l'ai déjà un peu en tête, le suivant. Mais ce serait chouette de faire... ce serait Là, pour le coup, ça s'y prête bien. Complètement. Et puis surtout que le métier du héros permet ça. C'est-à-dire, c'est comme un James Bond. James Bond, c'est quoi James Bond, c'est un agent secret, donc tu peux le faire aller n'importe où en fonction de l'actu. Tu peux le faire tuer des djihadistes, tu peux le faire tuer des trafiquants de coke, tu peux le faire aller dans une guerre. Il suffit de suivre l'actu et tu peux faire une histoire. Le sauveteur de touristes, c'est un peu pareil. Tu peux le faire aller où tu veux, sur le terrain que tu veux, en fonction de l'humeur du temps, de l'actualité. Tu peux renouveler ad vitam les enquêtes. Ouais, et puis quand tu as passé du temps à créer un personnage, j'imagine, des fois tu as envie de continuer à le faire vivre. Je crois que c'est l'auteur de Polar, je crois que c'est Michael Connelly, l'écrivain américain. Il a un héros qui... Ouais, il vieillit avec son héros. Je sais plus le nom du héros, mais il vieillit avec son héros et à un moment il avait voulu le faire mourir, l'éditeur a dit non. Et en fait c'est le seul héros qui vieillit. Les héros ils vieillissent pas d'habitude. Lui, son héros, il vieillit. Ce serait marrant de faire un personnage comme ça qui à un moment, il a un peu mal au dos et tout. Non, c'est vrai qu'en général, les héros, ils vieillissent. Ils vieillissent pas. Ouais. C'est vrai que je me souviens pas de héros qui vieillissent, mais d'accord. Donc là, t'étais parti pour une autre carrière là, qui s'ouvre presque. Ben voilà, il faudrait. Ouais, non, il faut. J'aimerais bien faire ça. Ouais, que ça. Que ça carrément. Arrêter la radio. Un jour ils vont m'arrêter, c'est pas moi qui vais arrêter, un jour ils vont me dire stop. Ça va devenir compliqué quand même. Ouais. Bah ouais, place aux jeunes. D'accord, écoute Eric, merci. Peut-être je vais rappeler quand même au lecteur, donc le sauveteur de touristes, Eric Lange aux éditions Tornada, un petit éditeur, Joël c'est l'éditeur qui a monté cette maison d'édition, je le salue et bravo à toi camarade. Tornada édition, et pour avoir le bouquin, le mieux c'est de le commander directement sur le site de Tornada, voilà, vous tapez Tornada, T-A-U-R-N-A-D-A, et voilà. Un livre qui est disponible aussi en version numérique pour les fans de technologie. Pour les fans de technologie. Ok, merci Eric de m'avoir consacré du temps. Je te souhaite plein de bon courage pour les prochains livres. Mais bon, c'est bien parti parce que celui-ci, en tout cas, j'ai bien accroché. Ça se lit vraiment facilement, c'est agréable. Puis c'est dans l'univers du voyage, donc forcément, c'est bien écrit et l'histoire est vraiment agréable à suivre. Donc merci Eric et puis voilà, à bientôt sur Allô la planète qu'on retrouve tous les jours de 16h à 17h sur France O, c'est ça? En fait c'est la première.fr, voilà, sur la première.fr en direct 16h-17h et après il y a les podcasts et tout, on peut y aller. Ah oui, on peut toujours écouter les podcasts. D'accord. Ok, super, merci, à bientôt. De rien, à bientôt, salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Eric Lange. Voilà, vous l'avez compris, je vous conseille vraiment de lire son livre Le sauveteur de touristes. Et puis quant à nous, on se retrouve comme d'hab dans 2 semaines. Alors cette fois-ci, je serai avec Estelle, une amie, et elle nous racontera comment elle a réussi à trouver un bon plan pour pouvoir voyager et gagner de l'argent en même temps. Et allez, je vais vous dire 2-3 mots. Je vais vous en dire 2-3 mots là tout de suite. En fait, elle travaille sur des yachts, sur des voiliers autour du monde. Et voilà, cela lui permet de gagner même pas mal. Enfin, c'est même pas mal de gagner bien sa vie tout en parcourant le monde. Il y a quelque temps, elle était à Haïti. Là, à l'heure où je vous parle, elle doit être au milieu de l'Atlantique. Donc bref, en route pour les Caraïbes. Donc voilà, c'est pas mal. En tout cas, elle adore ça, elle kiffe ça et voilà, elle vous en dira plus sur son métier et comment faire autant. Et vraiment, c'est vraiment accessible. Donc voilà, vous saurez tout dans 2 semaines. Et puis quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend où vous êtes sur cette bonne vieille terre. Et puis voilà, à bientôt, ciao.